je vais commencer par cet exercice. Donc, ici, on a un exercice d'application pour le théorème de Thévenin et le théorème de Norton. Donc, je vous laisse quelques minutes pour essayer de réfléchir. Alors ici, nous avons un circuit. Nous avons un circuit donc, qui comprend des générateurs de courant, des générateurs de tension. Alors, deux générateurs de courant de même valeur E, donc la valeur de la tension fournie par le générateur sera la même E. Deux générateurs de courant dont la valeur de courant c'est I, qui est donc connue, donc on suppose I connu, E connu. Alors, on n'a pas de valeur numérique, on va travailler en fonction de E, de I. Et toutes les résistances, on va supposer qu'elles sont égales. D'accord? Donc, alors la question, c'est donc tous les générateurs de tension ont la même force électromotrice E, tous les générateurs de courant débitent le même courant I et toutes les résistances ont la même valeur R. Alors première question, déterminer l'équivalent de ce circuit, son équivalent de Thévenin, c'est-à-dire le générateur de Thévenin, donc c'est-à-dire E Thévenin et R Thévenin. Si on regarde le circuit entre les deux points A et B. Donc ici, j'ai un point A, B. Donc si je regarde entre A et B, je vois un circuit qui est équivalent à E Thévenin, R Thévenin, calculer E Thévenin, R Thévenin. Ou bien, autrement dit, si on met une charge ici, cette charge voit tout le circuit comme si c'était un seul générateur, une seule résistance. Quel est ce générateur? Quelle est cette résistance? Et en deuxième question, ce sera la même chose, mais avec Norton, c'est-à-dire le générateur de Norton, mais ce sera vu entre B et C. Voilà, donc première question, calculer l'équivalent de Thévenin vu entre A et B. Voilà, donc quelques minutes pour essayer de faire l'exercice. Et pareil, vous envoyez vos réponses sur le chat et on pourra les discuter après. Si je regarde entre A et B, je vois une résistance équivalente. Donc, tout ce circuit-là va être remplacé par une seule résistance équivalente, c'est R Thévenin. Et bien sûr, après avoir éteint les générateurs. Donc, pour éteindre les générateurs, alors le générateur de courant ici, on va le couper. Donc, on coupe ici. Ici, pareil, donc cette branche n'existe plus. Je coupe ici, cette branche n'existe. Donc, ici, il n'y a pas de courant. Donc, ici, I égale 0, ici, I égale 0, ici, I égale 0. Comme c'est coupé ici, I égale 0. Donc, ici aussi, I égale 0. Donc, ici, j'ai 0 comme courant. Donc, toute cette branche n'existe plus. D'accord? Tout ça, c'est débranché. Ensuite, nous avons E qui est court-circuité. Donc, ça fait un fil ici et un autre fil ici. Donc, qu'est-ce que je vois entre A et B? J'ai mes deux points A et B. Alors, je vois la résistance R. Et puis, là, bon, ici, c'est débranché, donc il n'y a rien. Ici, j'ai une résistance, puis c'est débranché. Alors là, il n'y a rien. Donc, j'ai une résistance en série avec une résistance, le tout en parallèle avec un fil, puis c'est débranché. Donc, c'est comme si j'ai une résistance comme ça, débranchée. Et encore, cette résistance, elle est court-circuitée, puisqu'il y a un court-circuit. Donc, c'est comme si je vois un fil ici. Donc, c'est-à-dire que tout ça, c'est débranché. Donc, tout est débranché. Il reste que la résistance R. Donc, entre A et B, je vois R équivalent qui est égal à R. C'est-à-dire, si j'envoie un courant I, il va traverser R, il va ressortir par là. Alors, si je regarde sur le schéma ici, si j'envoie un courant I, alors il va passer par là, il ne va pas passer par ici, parce qu'il n'y a rien. Puis là, il va ressortir par là. Ici, c'est juste une branche, quelle que soit cette branche, c'est-à-dire s'il y a une résistance ou s'il y a un circuit fermé, bah, il ne va pas faire le tour pour revenir. C'est-à-dire que ça reste comme une résistance en l'air, ou un fil en l'air. Donc, là, il n'y a rien. Donc, finalement, on voit juste la résistance R. Donc, entre A et B, la résistance équivalente, c'est
R. Donc, R Thévenin, c'est égal à R ici. Donc, ceux qui ont trouvé R, ils ont donc fait correctement. Donc, si vous avez des remarques, hein, vous pouvez m'interrompre pour me les dire. Si vous avez des questions. Oui, oui. Si par exemple, on demande de calculer la résistance entre les points. Pardon? Allô? J'entends plus rien. A et C. Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'entends plus rien. Non, je ne m'entends pas. Alors, maintenant, vous pouvez répéter la question. Maintenant, je commence à entendre. D'accord, monsieur. Si on vous demande de déterminer la résistance équivalente entre le point A et C. Entre le point A et C. Alors, entre A et C, donc, entre A et C, c'est-à-dire entre ce point-là et ce point-là. Bon, on peut toujours, c'est-à-dire si on demande l'équivalent de Thévenin, c'est ça? Donc je coupe ici, je coupe ici. Donc je vais avoir un fil ici et un fil ici. Alors ça c'est coupé, je l'enlève. Donc si j'envoie un courant entre A et C, alors le courant pourra passer par R, ensuite ici. Pour aller à C, il y a deux chemins. Soit il passe par là, soit il va passer par là. Donc, on va voir R et puis deux résistances en parallèle ici. Donc, le point C et le point A. Ici, j'ai le point B. Donc, on a R ici, c'est ici. Puis, j'ai R qui est ici. Je la trouve ici, qui va vers C. Et puis, en parallèle de cette résistance, j'ai une autre résistance R. Donc, je la retrouve ici. Donc, on va voir R plus R sur 2, c'est-à-dire R en parallèle R. Je pense que c'est bien ça. Voilà, donc entre A et C, on a R plus R sur 2. D'accord? Donc, je vérifie bien. Alors, ici, c'est coupé ici. Donc, il reste, si j'envoie un courant par A, il va traverser R. Ensuite, une partie va passer par là pour revenir ici. Une partie va passer par là. Il va traverser donc R. Donc, ici, ce n'est pas un court-circuit, hein, c'est-à-dire j'ai cette branche parallèle avec celle-ci. Donc, celle-ci contient R et celle-ci contient R. Donc, j'ai R en parallèle avec R ici. D'accord? Donc, on va dire R plus R en parallèle avec R, c'est-à-dire R plus R sur 2. Voilà comment, si on avait besoin de calculer donc entre A et C. Ce n'est pas le cas ici, bien sûr, mais c'était juste à titre d'exemple. Est-ce que vous êtes convaincu? Oui, monsieur, merci. Bon. Donc voilà, c'est-à-dire il faut comprendre cette histoire de résistance entre deux bornes. D'accord? Ensuite, la question suivante, c'est de calculer E Thévenin. Donc E Thévenin, c'est la tension ici. À vide, V, A, B, 0, A. C'est-à-dire il n'y a pas de charge. Si j'avais une charge, je l'enlève. D'accord? Donc ça veut dire à vide, ça veut dire que ici, I égale 0. Donc, quelle est la tension que je vois entre A, B, 0 ici? Alors ici, c'est très simple. Parce que si vous regardez bien, c'est vrai que vous avez un schéma avec plusieurs. Alors, j'ai toujours répété qu'il faut savoir lire un schéma. La tension entre A et B, c'est la tension au bord de R. Et la tension au bord de R, c'est R fois le courant qui passe dans R. Et quel est le courant qui passe dans R? C'est I, puisque I égale 0 ici. Donc, le courant fourni par ce générateur, il va passer ici. Donc, ici, j'ai le courant qui circule ici, c'est I. Donc, la tension au bord de R, c'est RI. Donc, VAB0, c'est tout simplement R fois I. Donc, E Thévenin égale RI. Donc, ce schéma entre A et B, il est équivalent à une résistance et un générateur, tel que la résistance est égale à R, et le générateur, c'est R fois I.
Alors ici, peut-être le fait d'avoir R fois I, ça paraît un peu bizarre parce qu'on a I, c'est pas une inconnue ici, c'est la valeur du courant fournie par le générateur, c'est-à-dire les éléments donnés du circuit sont E, R et I. Donc ça, c'est les paramètres qui sont connus. Donc on a le droit de calculer en fonction de I. C'est pas comme si je prends un courant I' ici, si je calcule en fonction de I', eh bien c'est quoi I'? C'est une inconnue. D'accord? Donc ici, le générateur terminal c'est RI et la résistance terminale c'est R. Et si on veut faire l'équivalent de Norton, ça va faire R et puis un générateur de courant, sa valeur sera V divisé par R. Donc ici V c'est RI, donc c'est I. D'accord? C'est tout simplement I, générateur de courant, comparé avec une résistance. Donc tout ça c'est équivalent à ça ou bien équivalent à ça. D'accord? Monsieur, Oui, oui. vous pouvez répéter comment on a trouvé E de Thévenin? Alors je répète pour E Thévenin. Alors, E Thévenin, par définition, c'est la tension entre A et B à vide. Donc c'est VAB quand il n'y a rien de branché ici. S'il y a une charge, je l'enlève. C'est ça la tension à vide. C'est-à-dire, il n'y a pas de courant ici. I égale 0. D'accord? Donc VAB0, c'est la tension entre A et B. Alors le point A, je peux le retrouver ici, c'est la même chose. Hein? Ça, c'est le même fil, ça, c'est le même fil, donc c'est le même point. Donc finalement, VAB, c'est la tension qui est ici, c'est la tension au bord de R. Donc j'ai R, j'ai VAB, la tension au bord de R, donc VAB, c'est égal à R fois le courant qui passe dans R, IR. Et qui est le courant qui passe dans R? C'est I. Pourquoi c'est I? Parce que ici, j'ai un générateur de courant. Donc, c'est lui qui fournit le courant ici. C'est toujours I. Si c'est égale, par exemple, 2 ampères, c'est toujours 2 ampères. Quelles que soient les autres résistances, ici, lui, il force le courant à rester égal à I ici, dans cette branche. Et le courant, là, il va où quand il arrive à ce nœud? Puisque ici, I égale 0. Parce que ça, c'est débranché ici. Ça veut dire que tout le courant va passer par là. Donc, le courant qui circule dans R, c'est I, c'est-à-dire celui-là. C'est le courant fourni par le générateur. Donc, finalement, les choses sont très simples. D'accord. Donc, j'ai un courant I qui est connu, c'est le courant qui passe par ici. J'ai R qui est connu, donc la tension au bord de R, c'est R fois I et c'est VAB. Donc, VAB, 0, c'est égal à R fois I. Donc, le générateur terminal, c'est R fois I. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà. Merci. Monsieur, il n'y a pas de courant qui oppose I. Un courant qui s'oppose à I. Ah. Alors, je reprends les choses ici. C'est bien de discuter. C'est des choses de base, mais si on ne les éclaircit pas au départ, on va avoir des confusions tout au long de notre parcours en électronique. Donc, c'est bien de clarifier les choses maintenant. Alors, la question, est-ce qu'il n'y a pas un courant qui s'oppose à I? Alors, ça, c'est un générateur de courant. Le générateur de courant, il fournit, c'est-à-dire il est connu par le courant, par son courant. Par exemple, si je prends un générateur de 3 ampères, donc le courant ici, c'est toujours 3 ampères. Quel que soit ce que je branche ici. Je peux brancher des générateurs de courant. Le courant dans cette branche, c'est I. D'accord? Alors, le courant ici, j'ai un nœud. Donc, il va se diviser entre ça et ça. Mais si ça, c'est débranché, donc il n'y a rien ici, résistance infinie. Donc, il n'y a pas de... Donc, tout ce courant va passer par là. Donc, ici, c'est I. Donc, il impose. C'est-à-dire que tout ça, c'est la même branche. D'accord? C'est comme si j'ai ça. Donc, ici, j'ai I. Donc, dans cette résistance, j'ai I aussi, puisque là, j'ai rien. J'ai un fil. Le fil, je peux le couper ici, je peux le couper ici. Donc, tout ça, c'est rien. Donc, tout ça, c'est une branche. Alors, la question, est-ce qu'il n'y a pas de courant qui vient ici? Bon, il y a un courant qui passe par là. On va l'appeler I2, l'autre ici I3, mais je m'en fous de leur valeur. Je sais que celui-là, c'est égal à I, parce qu'il est forcé par ce générateur. Après, j'ai bien la relation I
égale I2 plus 3, puisque j'ai un nœud. Mais c'est I2 et 3 qui vont varier, ce n'est pas I, parce que I est forcé par le générateur de courant. Un générateur de courant, il oblige le courant à rester le même dans une branche, A et B. Je peux avoir des nœuds, je peux avoir des générateurs, peu importe ce que j'ai, mais dans cette branche où il y a le générateur de courant, c'est lui qui fournit le courant. De même que le générateur de tension, lui, il fixe la tension. Si par exemple, il me dit que 12 volts entre ce point et ce point, eh bien, quelle que soit la résistance que je mets, quel que soit, je peux ajouter des générateurs de courant, je peux ajouter d'autres générateurs, la tension ici sera 12 volts. D'accord? Mais le courant, il varie. Ici, le courant dans cette branche, c'est I, et la tension, elle peut varier. La tension, elle peut changer. D'accord? La tension entre ce point et ce point, elle n'est pas égale à 0, ce n'est pas un fil. Donc, il peut changer si je fais varier la résistance, mais le courant, c'est-à-dire, si je varie cette résistance, le courant sera toujours I, parce que j'ai le générateur qui est fixe. Donc ici, je ne peux pas dire que le courant quelque chose va s'opposer au courant. Le courant ici, il n'y a rien qui s'oppose. Si par exemple j'avais une autre résistance ici, oui, parce qu'à ce moment-là, le courant I du générateur sera uniquement dans cette branche. Mais ici, il peut se diviser en celui-là, I1 par exemple, celui-là I2. D'accord? Et à ce moment-là, si j'augmente R ou je varie R ou bien celle-ci, je peux jouer sur ces courants-là. Mais celui-là va rester constant. Donc, si je diminue la résistance ici, ce courant va augmenter, donc celui-là va diminuer. Et leur somme sera toujours constante, parce que le somme, c'est I. D'accord? Ici, j'ai un courant qui arrive par là. Ici, j'ai un courant aussi qui... Alors ici, si vous regardez, ici, j'ai I. Et ici aussi, j'ai I. Donc ici aussi, j'ai I. Ça veut dire forcément, j'ai deux I ici, dans ce sens. Donc ici, le courant, c'est 2 fois I. Alors, ici, j'ai un courant et ici, un courant. Est-ce qu'ils sont égaux? Je ne sais pas. Il se peut qu'ils soient égaux. Donc, s'ils sont égaux, ça veut dire que ici, j'ai I, ici, I aussi. C'est-à-dire, si celui-là à vérifier, si celui-là est égal à... Parce que ici, j'ai... normalement, c'est le même courant qui passe dans les deux résistances. Puisqu'il n'y a pas de courant ici, donc le courant qui circule. Donc, je peux faire une loi des mains, je peux calculer ce courant. Sachant que celui-là, c'est celui-là plus celui-là, mais celui-là, c'est le même que celui-là. Bon. Mais celui-là n'est pas égal à celui-là, parce que j'ai un nœud ici, j'ai un nœud ici. Mais celui-là, je peux le calculer parce que j'ai une maille ici, j'ai E plus E, ça fait 2E moins RI moins RI, donc moins 2RI égale 0. Donc, je peux calculer ce courant facilement. Mais il se divise ici aussi. Mais là, si je calcule celui-là, je connais celui-là, c'est I. Donc, on peut jouer sur les courants, on peut les calculer, d'accord? Alors, si je prends la maille ici, j'ai E plus E, c'est 2E, moins R, je vais l'appeler I', le courant qui passe ici. Donc, ici, c'est 0, hein, donc, ici, j'ai I', d'accord? Donc, moins R I', moins R I' égale 0. Donc, 2E égale 2R I'. Donc, I' égale E sur R. Donc, ici, le courant, c'est E sur R. Et ici, j'ai le courant I. Donc, le courant qui passe ici, c'est I plus E sur R. Donc, le courant ici, je le connais. Celui-là, le courant qui circule ici, alors c'est I moins I'. Et I', donc c'est I moins E sur R. D'accord? Donc, ils ne sont pas égaux. Le courant qui circule ici, ce n'est pas le même qui circule ici. Donc je peux... Et la somme, c'est égal à 2I. Donc, vous voyez, je peux toujours avoir des relations entre les courants, parce que certains sont connus. Alors, le courant ici, c'est I, le courant dans ce sens, c'est I, le courant ici, c'est 2I. Donc, je peux... La tension ici, c'est E, la tension ici, c'est E, la tension de là à là, c'est 2 fois E. Le courant qui circule dans cette résistance, c'est le même que celui parce que je n'ai pas de courant ici. Le courant qui circule ici, c'est le même ici parce que je n'ai pas de courant ici. Le courant qui passe ici, c'est le même qui passe dans cette résistance, c'est le même qui passe ici, c'est I. D'accord? Donc, il faut reconnaître toutes ces égalités entre les courants et les tensions. Voilà, donc j'espère que j'ai
Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va s'opposer à un courant? Ben, le courant, si un générateur, il n'y a rien qui s'oppose au générateur. Si je prends par exemple une résistance comme ça, R, je mets un générateur de 12 volts ici. Si je mets la masse ici, j'ai un courant de 12 sur R qui va circuler ici. Si maintenant, j'enlève ça et je mets un autre générateur ici, dans ce sens, par exemple 3 volts. Alors, quel est le courant qui circule ici? Dans quel sens il circule? Ben, c'est très simple. Si j'applique le théorème de superposition, je vais dire que si j'annule celui-là, je vais avoir 12. Alors, je peux prendre R égale 1 kilo ohm, comme ça, c'est facile. Je vais avoir 12 milliampères qui va dans ce sens. Si j'éteins celui-là et je garde celui-là, je vais avoir 3 milliampères dans ce sens. Si je fais la somme, 12 moins 3, donc 12 moins 3, ça fait 9. Donc résultat final, j'ai 9 milliampères dans ce sens. Mais c'est le même. Là, d'accord, celui-là, il envoie un courant qui s'oppose à celui qui vient de celui-là. Parce que si celui-là était tout seul, j'aurais un courant de 12. Mais puisque j'ai celui-là, donc le courant se trouve diminué à 9 milliampères. Mais dans toute la branche, c'est le même courant. D'accord? Une branche, c'est le même courant qui circule dans toute la branche. C'est bon? D'autres questions? Monsieur, Oui? s'il vous plaît, si on demande de déterminer le générateur ETH vu entre le point A et C. Alors, ETH entre les points A et C. Donc, j'enlève ça, ça y est rien. Donc, je cherche la tension ici, VAC. Alors, c'est cette tension plus cette tension. D'accord? Alors, la tension ici, donc VAC 0, c'est égal. Alors, je vais appeler ça V1 et ça V2. Alors, V1, c'est connu, c'est R fois I. Donc, c'est égal à RI plus V2, qui est R fois I'. Je vais appeler ce courant-là I'. Alors, I, c'est connu, c'est le courant fourni par ce générateur. Mais I', c'est pas connu. Donc, est-ce que je peux le calculer tout à l'heure? Je pense que c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, je dois calculer I'. Alors, I', alors je fais la même, je refais ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai E plus E, donc la maille ici. E plus E, ça fait 2E, moins R et moins R et donc moins 2R et égale 0. Parce qu'il n'y a pas de courant ici, d'accord? Ni ici, parce que c'est un circuit ouvert. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Moins 2R fois E' égale 0. Donc, E' égale E sur R'. Donc, VAC0 sera égal à RI plus R fois E sur plus E. Voilà. Donc, c'est E plus RI, la tension entre A et C. Donc, c'est en fonction des éléments qui forment le circuit. Quels sont les éléments qui forment le circuit? La résistance R, le générateur E, le générateur de courant I. Donc, trois paramètres, on les retrouve tous les trois dans cette. Donc, tout à l'heure, il y avait E', mais E', on ne sait pas ce que c'est, donc il fallait le calculer. Donc, je remplace E', donc voilà, VAC0, c'est bien E plus RI. D'accord? Alors maintenant, on passe à la deuxième question, qui est le théorème de Norton. Alors, Norton, c'est-à-dire entre B et C. D'accord? Alors, entre B et C, calculer donc Rn et calculer le courant de Norton I. Alors, il y en a qui l'ont déjà fait. Je vous laisse quelques minutes pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pour essayer maintenant que vous avez vu la solution du premier. Donc, ça vous donne des idées. Si vous n'avez pas réussi à le faire au début, peut-être que vous seriez capable de le faire maintenant. Alors, vous essayez quelques minutes et on reviendra sur la solution. On n'a pas pris en considération la troisième branche qui se compose d'un générateur de courant, vers le bas. Lorsqu'on a calculé Ici,
Oui, entre A et C. Lorsque j'ai calculé la tension entre A et C, je ne vais pas prendre ça en considération. D'accord, c'est ça ce que tu veux dire. Alors, moi, je n'ai pas choisi de prendre ça et de ne pas prendre. Moi, j'ai appliqué une loi d'Emaille. La tension qui va de C sur A, c'est bien ça, plus ça. Si celle-ci me suffit, c'est bon. D'accord? Et je sais très bien que la tension est en même temps égale à ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça, c'est correct. Mais si je fais ça, je vais être obligé de calculer I'. Bon, on sait que c'est E sur R, donc c'est bon, c'est connu. E, c'est connu. Ici, je dois calculer le courant, mais je sais que c'est 2 fois. Alors, on a dit, oui, c'est 2 fois I, donc je le connais. Mais ici, je vais avoir un problème parce que cette tension, je ne la connais pas. D'accord? La même chose, je peux passer par là. Donc, je vais dire cette tension, plus cette tension, plus cette tension, plus. Mais là, c'est correct. Mais je ne sais pas calculer la tension ici. Je ne peux pas la calculer. Donc, je choisis le chemin qui est connu. Donc, maintenant que je connais la tension ici, je connais la tension ici, je peux calculer celle-ci. Parce que si je passe, si je connais le courant ici, je connais le courant ici, je connais le courant ici, je peux faire la main ici pour calculer la tension ici. Si on me demande de calculer la tension ici, je peux la calculer. Mais après avoir calculé les autres. Donc, ça veut dire que ici, si vous voulez, le générateur de Thevenin, il ne dépend pas de celui-là, dans ce circuit-là. Ça arrive des fois que par exemple, je vous donne ça, supposons E égale 12 volts. Je mets une résistance ici, R1, et je vous dis de calculer le courant ou la tension au bord de R2. Bon, V au bord de R2, c'est bien 12 volts. I au bord de I dans R2, c'est bien 12 divisé par R2. Donc, en aucun cas, ça ne dépend de R1. Donc, je peux faire varier R1, ça ne va pas changer pour R2. Donc, ici, si je calcule, je ne vais pas. Ce n'est pas que je n'ai pas utilisé R1. Si je veux l'utiliser, je peux l'utiliser, mais je dois calculer le courant ici, je fais la maille ici, mais ça va revenir au même. Je vais trouver le même résultat, mais le chemin de calcul sera plus long. Mais je sais, parce que je vais avoir un courant en fonction de R1. Et après, je vais refaire le calcul. Le R1 va se simplifier en fin de compte. C'est-à-dire, je ne vais pas le retrouver dans le résultat final. Ça veut dire que la résistance ici, il n'affecte en rien la résistance R2. La valeur du courant dans R2 et ni la tension au bord de R2. Donc on ne la trouve pas dans le résultat final. La même chose ici. Bon, ici, on a un I, c'est le même, mais parce que, c'est-à-dire si ici c'est un générateur qui fournit un courant I2, différent de I, on va retrouver la même chose pour VAC, parce que ici, je sais très bien que c'est le courant I qui passe par là. Donc, ce n'est pas que je n'ai pas tenu en compte de ça, mais ça n'apparaît pas dans les calculs, donc ça veut dire que ça n'influence pas les résultats. Merci beaucoup, monsieur. Parfois, on peut avoir dans des circuits certains composants qui n'affectent pas certains paramètres. Ils peuvent affecter d'autres, mais peut-être ils n'affectent pas certains. Il peut affecter certains et ne pas affecter certains autres. Ce n'est pas parce qu'il est dans le circuit que obligatoirement tous les résultats vont dépendre de lui. Donc, alors pour le deuxième, calcul de R Norton, donc vous mettez Rn pour que je sache qu'il s'agit bien de R Norton et IN pour montrer qu'il s'agit bien de il s'agit bien de IN. Alors, donc il y avait des résultats qui étaient déjà proposés avant. Alors, Rn égale R sur 2. Beaucoup ont proposé R sur 2. Et IN égale E sur R. IN égale 2E sur R. IN égale 2E sur R. IN égale E sur R. Alors, R sur 2, 2E sur R. Ou bien E sur R. On entendra les autres s'il y en a qui
Continuez à faire des calculs. E sur R. 2E sur R. Donc, si vous avez des résultats différents, ça veut dire au moins 1 s'est trompé. Donc, vous vérifiez. Vous pouvez toujours revérifier. Monsieur, Oui, monsieur, on peut, là ici, on nous demande de calculer le courant IN, mais on peut passer par Thévenin et diviser par l'amplitude. oui, très bien. Oui, très bien. On peut faire tout simplement la transformation. Et là, mais là, on n'a pas calculé Thévenin entre B et C. On a calculé Thévenin entre A et B. C'est pas la même chose. Ah oui, on va calculer Thévenin entre Voilà. B et C. C'est-à-dire, là, oui, d'accord, vous pouvez toujours le faire et après vous faites la transformation. Ça revient au même. Sauf si on vous oblige de faire le calcul direct. Parce que des fois, on peut imposer la méthode calculer ceci en appliquant cela. Donc, à ce moment-là, oui. Mais là, bon, vous avez le droit, bien sûr, de passer par la transformation Thévenin-Norton. Alors, R sur 2 et 2E sur R. Alors, il y en a qui trouvent 2E sur R et il y en a qui trouvent E sur R. Pour la résistance, est-ce que tout le monde a trouvé R sur 2 alors, R sur 2, R sur 2, Rn égale 0, R sur 2, R sur 2, R sur 2. Donc, je pense que tout le monde, la majorité, trouve R sur 2. Donc, on passe à la correction. Donc, nous avons notre circuit, maintenant, il est vu entre les deux points B et C. Donc, alors R de Norton, c'est la même chose que R Thévenin, donc on fait le même, de la même manière, c'est-à-dire, on va court-circuiter les générateurs et on va ouvrir les générateurs de courant. Et on regarde quelle est la résistance qui reste entre B et C. Alors, la résistance R, elle est coupée parce que c'est coupé ici et coupé ici. Donc, on peut dire que c'est coupé ici. Donc, tout ça, c'est coupé. Ça n'existe plus. J'ai une coupure de cette branche. Donc, ça veut dire que R, il n'y a pas de courant qui passe dans R. Et il n'y a pas de courant qui passe dans cette résistance parce que c'est coupé ici et c'est coupé ici. Donc, tout ça, c'est coupé. Donc, tout ça, ça s'en va. Donc, qu'est-ce qui reste? Il me reste le point B, le point C. Entre les deux, j'ai une résistance R, c'est-à-dire celle-ci. Et puis, j'ai cette branche qui contient un fil, puis R, puis un fil, c'est-à-dire j'ai ça. R et R. Alors, R, je la mets ici ou ici, c'est la même branche, donc c'est pareil. Donc, on voit très bien que R Norton, c'est les deux résistances en parallèle. Donc, R en parallèle avec R, c'est-à-dire R sur 2. Donc, ceux qui ont trouvé R sur 2, c'est correct. Alors, ceux qui ont trouvé 0, ça veut dire qu'ils ont fait un court-circuit ici. Alors, ça aurait été vrai si je cherchais la résistance entre B et ce point-là. Parce que si j'envoie un courant, soit il va passer par les deux résistances, soit il va passer par le court-circuit. À ce moment-là, oui, c'est 0. Mais là, le point il se trouve ici. Donc, le courant, soit il passe par là, par la résistance R, soit il passe par l'autre résistance R. Donc, dans tous les cas, une partie passe par R et l'autre partie passe par l'autre résistance et donc ils sont en parallèle. Donc R Norton, c'est égal R sur 2. Alors pour calculer IN, c'est donc, on a dit, c'est le courant. Si je fais un court-circuit à la sortie, c'est le courant qui passe ici. Alors, donc maintenant, on va garder tous les générateurs. C'est eux qui fournissent derrière un courant et ce courant va circuler ici. Alors, ce courant-là, déjà, ici, alors, par exemple, ici, j'ai un courant I qui arrive. Ici, j'ai un autre courant qui arrive. Ces deux courants s'ajoutent et après se divisent entre celui-là et celui-là. Alors, mais si vous regardez ici, j'ai une résistance R, ici, j'ai un court-circuit. Donc, cette résistance, elle est court-circuitée. Donc, tous les courants qui arrivent dans ce nœud vont passer par là. D'accord? C'est-à-dire, si je prends un courant qui arrive par là et qui arrive par là, alors la somme va se diviser. Une partie va passer par là, et comme j'ai 0 comme résistance ici, donc tout le courant va passer par résistance. Donc, ceci n'existe pas. Donc, le courant IN, c'est le même qui passe ici.
puisque ici j'ai un courant 0, puisque la résistance est court-circuitée. Donc, si le courant IN ici qui passe par R, c'est ce que je cherche, donc je peux tout simplement utiliser cette maille. Dans cette maille, on peut écrire E plus E, donc cette tension, plus cette tension. Alors là, c'est un fil, plus cette tension égale 0. Donc, E plus E moins RIN égale 0. Donc, 2E égale R fois IN, et donc IN, c'est égal à 2 fois E sur R. Je pense que la majorité l'ont trouvé. Donc, voilà le courant IN égale 2E sur R. Donc, entre B et C, on peut avoir un générateur de courant avec une résistance R sur 2, donc en parallèle avec un générateur de courant qui fournit un courant de 2E sur R. Voilà notre circuit à quoi est équivalent si on le regarde entre B et C. Si j'applique son équivalent de Thevenin, alors entre B et C, je vais avoir la même résistance, c'est-à-dire R sur 2, et puis le générateur de tension qui aura une valeur donc, de I fois R, c'est-à-dire 2E. Donc 2E sur R multiplié par R sur 2. Donc on simplifie le 2, on simplifie, donc il reste E, tout simplement. Donc entre B et C, tout est équivalent à un générateur E et une résistance R sur 2. Donc vous voyez que ici, pratiquement, ça ne dépend pas de ce générateur I. On ne voit pas le I, ni, bon, bien sûr, on ne va pas le trouver dans la résistance, et on ne le trouve pas dans l'expression. Même ici, on ne le trouve pas, c'est 2E sur R. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas tenu compte, mais ça ne figure pas dans la solution. Voilà, donc ça, c'est un bon exercice qui montre un peu comment un circuit complexe peut être simplifié en un circuit plus simple, soit son équivalent de Thevenin, soit son équivalent de Norton, et donc les différentes manières de calculer ces résistances équivalentes, et aussi le générateur de Thevenin ou bien le courant de Norton. Vous avez des questions avant de passer à notre exercice? Monsieur, Oui. pourquoi entre l'abord B et l'autre point, Rn est égal à 0? Alors, entre la borne B et l'autre point que tu as cité? et l'autre point, C'est pas, c'est au-dessus. entre B et le point, notre point c'est où? تحت C. Moi, la résistance. Ici. Ah. Ouais, ici. Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi? Pourquoi Rn est égal à 0? Ah, si je prends la résistance vue entre ce point B et C, c'est ça? Oui, ah. Oui, là, parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que quelqu'un a trouvé Rn égale 0 pour la résistance vue entre B et C. Alors, je dis peut-être que l'erreur qu'il a fait, c'est parce qu'il a regardé un court-circuit ici. D'accord? C'est-à-dire qu'il voit qu'il y a un fil entre B et C. C'est-à-dire il voit que ce fil court-circuite les deux résistances. Alors, effectivement, ces deux fils sont un court-circuit pour les deux résistances si je regarde entre B et C. D'accord? Si j'envoie un courant dans B, pour aller en C, il va passer par le fil. Il ne va pas passer par les résistances ici en parallèle. D'accord? Donc, peut-être que c'est ça qui a fait que certains voient le fil ici comme un court-circuit, et donc les deux résistances sont court-circuit. Ça, c'est vrai si je travaille entre B et C. Mais nous, on travaille entre pas C, on va l'appeler D, entre B et D. Donc, ça serait vrai si je regarde la résistance entre B et D. Alors, ce n'est pas notre cas. Dans notre cas, on regarde entre B et C. Donc, ce fil-là, ce n'est pas un court-circuit puisque j'ai une branche. Tout ça, c'est la même branche. Donc, il contient R
et elle est en parallèle avec R, donc j'ai R en parallèle avec R entre B et C et non pas 0. C'était juste pour essayer de comprendre pourquoi certains ont trouvé 0. C'est pour ça que j'ai dit peut-être, hein, je ne sais pas, hein, peut-être qu'ils font d'autres erreurs, j'ai dit peut-être qu'ils ont eu une confusion quand ils ont mis un fil ici, alors ils ont pensé qu'ils ont court-circuité ça. Et ça, c'est pas vrai parce que le court-circuit, je peux court-circuiter cette résistance si je mets un fil entre là et là, oui. Là, je court-circuite celle-ci. D'accord? Et même celle-ci sera court-circuitée. C'est-à-dire que si j'envoie un courant, il va passer par là, il va revenir par là. Mais là, je n'ai pas ce fil ici, donc j'ai pas. Donc entre B et C, je n'ai pas de court-circuit. J'ai une résistance ici, j'ai une autre résistance ici. D'accord? Donc ils sont en parallèle. Donc c'était juste pour montrer que si j'utilise ce point-là, si j'avais à calculer la résistance de ce point, à ce moment-là, je vais dire que les deux résistances ici sont court-circuitées par ce fil. Voilà. D'accord, merci. C'est dans le cas où je court-circuite les générateurs, bien sûr. C'est-à-dire dans le cas où je calcule la résistance équivalente de Thevenin ou de Norton entre ces deux points-là. À ce moment-là, je vais remplacer les deux générateurs par les fils. Et à ce moment-là, on peut dire que les deux résistances sont court-circuitées. Donc, si je travaille entre le point B et le point ici. Monsieur, Oui. si on applique le théorème de Norton entre B et C, on doit court-circuiter B et C. Si on applique le théorème de Norton entre B et C, on fait un court-circuit ici, oui, et on calcule le courant, c'est ça, IN. Alors, on calcule la résistance équivalence, on trouve 0. Non. Quand je parle, j'ai un circuit. D'accord? J'ai le point B et j'ai le point C. Alors, première chose, pour calculer Rn, qu'est-ce que je fais? Je court-circuite les générateurs qu'il y a à l'intérieur et j'ouvre et je regarde la résistance entre B et C. Mais je ne fais pas de court-circuit ici. D'accord? Quand je calcule la résistance, je ne fais pas de court-circuit. Je regarde la résistance entre B et C, mais j'éteins le générateur. Donc, j'éteins celui-là, j'éteins celui-là, je coupe celui-là, je coupe celui-là. Donc, ça s'est coupé ici, donc tout ça s'est coupé. Donc, il me reste B, C, la résistance R, celle qui est ici, et puis un fil et la résistance R qui est ici. Donc, je vois bien que ça, c'est en parallèle avec ça. D'accord? Je n'ai pas de court-circuit ici. Donc, je regarde la résistance. Par contre, je débranche. S'il y a une charge, je la débranche. Le court-circuit, je le fais après pour calculer IN. Alors, pour IN, oui. D'accord. Oui, je vais mettre un court-circuit ici et le courant qui circule ici, ce sera IN. Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi dans un générateur de courant, dans un générateur de Norton, je mets un court-circuit et dans un générateur de Thevenin, je mets un circuit ouvert. C'est-à-dire que ici, je calcule un courant en court-circuit. Ici, je calcule une tension à vide. Alors, je fais ça à vide pour avoir I égale 0 ici. Je fais ça en court-circuit pour avoir une tension 0 ici. La tension d'un fil, c'est 0. Et pourquoi on fait tout ça? Alors, pourquoi on fait tout ça? Alors, je reviens au schéma. J'ai un générateur E et une résistance R. C'est-à-dire que, par exemple, entre A et B, tout ce circuit, c'est équivalent à ça. D'accord? C'est ça. Alors, puisque ce circuit, il est résumé en un générateur et une résistance, alors, prenons ça comme circuit. Je veux par exemple mesurer cette résistance. Supposons que j'ai ça, que je veux mesurer la résistance. C'est quoi la résistance ici? C'est la résistance que je vois entre A et B si je court-circuite E. Donc, si je remplace E par un fil, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste R. D'accord? Donc, on fait la même chose ici. Je court-circuite les générateurs qui produisent du courant et il me reste la résistance équivalente. Donc, pourquoi j'ai dit je peux mesurer? C'est-à-dire que si je fais ça, si je prends un multimètre, je le branche
il va envoyer un courant I, il va mesurer V et il va faire V sur I. Ou bien il va créer V, il va regarder quel est le courant I, il va faire V sur I pour avoir cette résistance. Donc c'est la résistance entre A et B, c'est V sur I avec V la tension ici et I ici, d'accord? Alors, ça c'est pour la résistance. Mais maintenant, si je veux savoir la valeur du générateur. Alors, si j'ai une charge RL, que je mesure la tension ici, V, ça va être RL sur RL plus cette résistance ici, R fois E. Donc, V, c'est ça. Mais si je veux connaître V, parce que si je mesure avec un voltmètre ça, c'est ça ce que je veux mesurer. Mais si j'enlève la charge, si j'ouvre, et je mesure V, maintenant V est égal à E. Donc ce que je mesure ici, c'est E. Pourquoi? Parce que V qui est égal à E plus RI au moins RI, puisque quand le circuit ouvert I égale 0, donc ici il n'y a pas de courant, donc V est égal à E. Donc si j'ai le circuit ouvert, ce que je mesure ici, ou bien ce que je calcule ici, c'est la force électromotrice du générateur, c'est E. Donc, la même chose ici, si je veux connaître le générateur équivalent de tension fourni par tout ça, je calcule ou je mesure cette tension V avec circuit ouvert, c'est-à-dire avec I égale 0 ici. D'accord? Maintenant, si je veux, supposons que j'ai un générateur de courant. Et je peux faire la transformation de ce générateur de tension et je prends un générateur de courant ici. J'ai un générateur de courant qui fournit un courant I, I0, sa résistance, ou bien la résistance, on va l'appeler R0. Alors maintenant, j'ai ça. Si je veux mesurer la résistance entre l'équivalent de tout ça, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un mètre, je le branche ici. Alors l'ohmètre va appliquer une tension V, un courant I va circuler, c'est V sur I. Mais le courant ici, qui passe, que mesure l'ampère-mètre, ce n'est pas le courant qui passe dans la résistance, parce que j'ai un courant ici, j'ai un nœud. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éteindre le générateur et après mesurer. Maintenant, oui. Maintenant, la tension que mesure l'ohmètre, c'est bien la tension de R0. Le courant que fournit, c'est bien le courant que passe R0. Donc, V sur I, c'est bien R0. Donc, il mesure ou bien il calcule la vraie valeur R0. Si je garde un générateur ici, ce que je mesure sera faux. C'est-à-dire je mets un ohmètre, il va m'afficher, il va me dire que V sur I, c'est la résistance. Mais I, c'est I ici. Et I ici, c'est ça moins ça. Ou bien ça plus ça égale ça. Donc, ce n'est pas la bonne. Donc, on débranche le générateur et après, on fait la mesure. Maintenant, pour mesurer ou bien pour calculer IN. Alors, voici mon circuit. Il fournit le courant IN. Voici une résistance R. Alors, tout ça, c'est équivalent à ça. J'ai B ici et j'ai C ici. Donc, pour calculer RN, on a dit on débranche et on mesure entre B et C, c'est bon. Maintenant, je veux connaître IN. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un court-circuit ici. Donc, le courant qui va circuler, c'est bien IN. Donc, la résistance sera court-circuitée. Et donc, si je mets un ampère-mètre ici, il va me donner la valeur de IN. Si je fais un calcul, si je fais ici la même chose, le courant que je mesure, que je calcule ici, c'est bien IN. C'est tout ça. C'est tout ça équivalent à une résistance et à un générateur. Donc, le générateur, il fournit le courant qu'il fournit par le générateur, c'est lui qui passe ici si je fais un court-circuit. Si je mets une résistance, le courant IN va se diviser ici et ici. Donc, je ne mesure pas IN ici. Mais si je fais un fil, je suis sûr que ce que je mesure ici, c'est bien IN. C'est pour ça que dans Norton, on court-circuite et on calcule le courant de court-circuit. Donc, c'est le courant maximal. C'est-à-dire que le générateur de courant, avec sa résistance ici, si je mets une résistance ici, il va fournir un courant IN. Si je mets ici I, donc le courant ici sera toujours IN moins I. Donc, pour avoir la totalité de IN ici, il faut faire un court-circuit. Tout le courant qui passe ici passera dans le court-circuit et on peut donc le calculer ou bien le mesurer. Et tout ça, on le fait avec calcul, mais on peut le faire avec des mesures. C'est-à-dire, vous pouvez réaliser ce circuit sur un simulateur, par exemple,
et vous appliquez, c'est-à-dire vous prenez entre A et B, vous coupez ici, vous mettez un fil à la place de celui-là, et vous prenez en mètre et vous mesurez ici, vous allez trouver la même valeur, vous prenez toutes les résistances égales, vous allez trouver la même valeur que R. Parce qu'on a vu que R c'était égal à R. Si maintenant, toujours expérimentalement, alors quand je dis expérimentalement, vous pouvez faire ça sur des simulateurs, sur des logiciels de simulation. Si vous regardez A vide, vous mettez un voltmètre et vous mesurez V ici, ben, il va vous donner la valeur de E Tevna. C'est-à-dire, si vous avez une résistance ici, il faut la débrancher pour avoir E Tevna. D'accord? Donc, voilà pourquoi on ouvre le circuit dans le générateur de Tevna pour calculer E Tevna et on ferme le circuit dans le générateur de Norton pour calculer IN. Monsieur, Oui. pratiquement, la mesure du courant IN n'est pas, Oui. on ne peut pas la faire. Pratiquement, on ne peut pas la faire. Pourquoi? Par exemple, par court-circuiter les points B et C. Alors, si je mets un fil ici et je mets un ampère-mètre ici, il va me donner le courant IN. C'est possible, monsieur? Pourquoi c'est pas possible? Qu'est-ce qui m'interdit de faire ça? C'est vrai que la résistance est comme ça. Ici, peut-être que vous, ce que vous pensez, quand j'ai un générateur comme ça, je n'ai pas le droit de mettre un fil, ça fait un court-circuit. Là, oui. Pourquoi? Parce que si j'ai une résistance ici, la tension ici, c'est R fois I. Si cette résistance est 0, donc I égale E sur R, d'accord? E égale I égale. Donc I, il passe dans la résistance, c'est E sur R. Si R est très faible, I est très grand. Si R égale 0, à quoi il sera égal le courant? L'infini. L'infini, bon, on ne peut pas avoir un courant infini. Pourquoi je ne peux pas avoir un courant infini? Parce que la valeur est limitée. Voilà, n'importe quelle batterie, elle a une limite qu'il ne peut pas dépasser en courant. Alors souvent, si vous regardez les générateurs, vous pouvez regarder ça par exemple sur votre chargeur de téléphone. Votre chargeur de téléphone, bon, c'est vrai qu'il est alimenté par 200 watts, mais au moment où le connecteur que vous branchez à votre téléphone, c'est un connecteur un peu comme ça. Donc ça dépend, avec un fil à l'intérieur, un fil à l'extérieur. Si vous regardez la tension entre les deux, en général, c'est 5 volts. Donc, si vous lisez sur votre chargeur de téléphone, le output, ça c'est l'input, c'est 220 volts. On ne s'intéresse pas à ça. Mais le output, c'est-à-dire qu'à la sortie, il se comporte comme un générateur, comme ça, de 5 volts. C'est marqué, vous allez lire output, c'est du continu, donc on le fait comme ça, et on note 5 volts, et puis vous allez lire une autre valeur, l'ampère, soit 1 ampère, soit 2 ampères, soit 700 milliampères. Alors ça, c'est la valeur maximale de courant qu'il peut fournir. Alors, pour un petit téléphone, on a besoin de quelque chose comme 500 milliampères, 700 milliampères. Si c'est une tablette, peut-être vous allez trouver 2 ampères, mais ça peut être toujours 5 volts. Mais elle peut fournir jusqu'à... Donc, ça, c'est le courant maximal que peut donner le générateur. Donc, si vous faites un court-circuit, par exemple, si ça, c'est un générateur de 3 ampères, alors la tension sera toujours, par exemple, 12 volts. Mais le courant, ça dépend de la résistance. C'est la résistance qui demande le courant, avec la relation E égale RI. Donc, I, c'est toujours E sur R. Donc, si R est grande, I est faible. Si R est petite, I est grande. Mais si je fais un court-circuit, donc, je vais avoir I égale E sur 0. Alors, normalement, ça doit tendre vers l'infini, mais c'est le maximum, c'est 3 ampères. Donc, je vais avoir 3 ampères qui va circuler ici, et 3 ampères, ça va donc ça va donc griller quelque chose. Ça va faire du mal au générateur, par exemple. Oui, ça va s'emballer. Ça va quoi? Le générateur va s'emballer. Voilà, donc il va sauter. Donc, on ne fait pas de court-circuit. Hein, si vous mettez, quand vous regardez, par exemple, sur une batterie, souvent, alors les gens, c'est pas conseillé de faire ça, mais quand vous court-circuitez, vous avez des étincelles. C'est-à-dire vous avez un courant très fort.
Même avant de toucher, vous avez déjà une étincelle qui passe. Donc, ça fait un courant très fort. Alors, la batterie, c'est à éviter parce que la batterie de voiture, c'est très fort. Hein. C'est des courants très forts parce que ça fait tourner un moteur de démarrage qui va démarrer le moteur de la voiture. Donc, il ne faut jamais court-circuiter un générateur. Le générateur de courant, si je le court-circuite, parce que lui, il a une résistance interne ici. Alors, si je fais un court-circuit, bon, pareil, il ne faut pas court-circuiter parce que ça va faire le courant qui est ici, si c'est un ampère, il va tout le circuit va passer par là. Tout le courant va passer par là. Donc, on ne court-circuite pas un générateur. Mais un circuit comme ça, j'ai court-circuité la résistance. Je n'ai pas court-circuité le générateur. J'ai toujours une résistance ici. Si je n'ai pas de résistance ici, oui. Si je mets ça, un fil, et que je mette un fil ici, je vais avoir E plus E court-circuité. Là, ce n'est pas bon. D'accord? Oui, monsieur, oui. Merci. Ça, on parle de mesure, mais dans les calculs, bon, le calcul, on ne crée rien, on peut court-circuiter et calculer. Donc, si par exemple, si vous avez un circuit comme ça, je vous dis, calculer le théorème sur l'équivalent de Norton, si on veut s'amuser avec ça. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez, bon, c'est vrai que la résistance, c'est quoi? La résistance, je court-circuite, c'est 0. Donc, R Norton est égal à 0. Et IN, c'est quoi? Alors, je vais faire un court-circuit. Je vais dire que c'est E sur 0. Parce que la résistance 0, donc E sur 0, c'est l'infini. C'est-à-dire, en fait, l'infini, parce que si je court-circuite, c'est le courant qui va circuler ici, c'est E sur 0, donc c'est l'infini. Bon. Donc, on va avoir un courant, mathématiquement, ça ne peut pas fonctionner. Alors, si j'ai E, R avec R faible, ça, je peux dire son équivalent, c'est un générateur de courant. Et la même résistance, je la trouve ici. Voilà, donc ici, voilà, c'est ça oui. Donc, IN, c'est l'infini. D'accord? Donc, si je représente ça, qu'est-ce que je veux dire? J'ai un générateur de courant infini, mais ici, j'ai un court-circuit. Donc, en quelque sorte, le circuit équivalent, c'est un court-circuit, c'est-à-dire que je n'aurai pas de courant. Parce que tout le courant va passer par là, il n'y a pas de courant qui va circuler ici. Donc, ce générateur ne peut pas me fournir de courant. C'est un fil, c'est équivalent à un fil. Donc un générateur de tension, bon, mathématiquement, je peux faire ça, mais expérimentalement, je n'aurai pas le droit de faire un court-circuit ici parce que je vais faire passer un courant très fort ici et je vais court-circuit. Mais mathématiquement, on peut faire des calculs. C'est-à-dire, on va s'amuser avec des zéros, de l'infini, ça existe dans les mathématiques, on peut toujours calculer. Monsieur? Oui. J'ai une question, s'il vous plaît, concernant le courant qui va se passer entre la résistance qu'on a court-circuité tout à l'heure, vu entre B et ici, dans le schéma. Alors, oui, lorsqu'on veut bien mesurer le courant qui va passer dans cette résistance R, expérimentalement, on doit couper le circuit et brancher un ampère-mètre pour avoir le courant. Alors, attendez, je réefface ça. Vous allez me dire exactement où c'est. Vous voulez dire entre B et quoi, par exemple? Entre B et C. Oui. Le courant qui va se passer dans la résistance R. Le courant dans la résistance ici. Oui. Le courant qui va circuler ici. C'était quand? Lorsque j'ai calculé I, lorsque j'ai fait ça? Oui. Alors, IN, le courant qui va circuler ici, c'est quoi? Bon, ici, je peux l'appeler ce que vous voulez, une seconde, mais je sais très bien qu'il est égal à 0. Pourquoi? Parce que j'ai un fil qui court-circuite cette résistance. Oui, oui. Donc, le courant qui va circuler ici, il va préférer passer par là. Ou bien, on peut faire autrement, on va dire,
entre B et C, qu'est-ce que je vois? Voilà, B et C. Je vois un fil en parallèle avec une résistance. Donc, j'ai un fil en parallèle avec une résistance. Plus le reste, bien sûr. D'accord? Je laisse le reste. Donc, ça, c'est parallèle, ça, c'est équivalent à un fil. Hein, c'est R fois 0 sur R plus 0. Donc, on va dire que tout ça, c'est équivalent à une résistance égale 0. C'est le fil. Donc, finalement, j'ai ça. Donc, IN, c'est le courant qui circule dans ce fil. Et donc, c'est le même qui passe ici. D'accord? Donc, puisque celle-ci n'existe plus parce qu'elle a été causée. Donc, le courant qui passe ici, et c'est le courant que je cherche, c'est le même qui passe dans cette résistance. Donc, il me reste une seule maille ici. Donc, une seule inconnue, c'est I. Donc, je peux, à partir de cette maille, calculer le courant IN. Puisque R c'est connu, E c'est connu, et c'est connu. Donc, si j'écris la loi des mailles, nous avons cette tension, plus cette tension, plus cette tension, plus cette tension, égale 0. Donc, E, plus E, alors ça c'est 0 parce que c'est un fil, plus, bien moins Rn fois IN, égale 0. Donc, comme ça, je peux calculer IN. C'est ce qu'on a fait. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de savoir appliquer le court-circuit que vous avez ici. Un fil, on parlait avec une résistance, c'est un fil. Oui, ça c'est correct. Si on veut savoir le courant qui va se passer entre la partie B et C, ça veut dire que le courant va passer dans la résistance R ou bien seulement entre le point B et C. Il n'y a pas de courant qui passe dans cette résistance. Non, il passe par là et plus par là. C'est le même courant qui arrive ici, il va passer par cette résistance, mais aucun courant ne circule à travers celle-ci. Non, monsieur, j'ai considéré qu'avant qu'on met le court-circuit. Avant de faire le court-circuit, oui. Seulement par le court-circuit. Et on veut savoir quel est le courant qui va passer dans R. Ah, mais ça, c'est pas pour calculer IN. Ça n'a rien à voir avec IN, c'est ça? D'accord, d'accord. C'est-à-dire là, je ne cherche pas IN. Si par exemple, je cherche, par exemple, la tension VBC à vide, donc à ce moment-là, c'est R fois le courant ici. À ce moment-là, je dois chercher le courant ici. Alors, le courant ici, donc nous avons déjà vu. Alors là, c'est pareil, parce que pourquoi? Ce courant-là, on l'avait appelé I'. Puisque c'est coupé ici, donc maintenant, le courant ne passe pas ici. Ici, I égale 0. Ici, I égale 0. Donc, I', c'est le même qui passe ici. D'accord? Donc, pareil, je fais la même maille, sauf que maintenant, j'ai deux résistances. Tout à l'heure, j'avais cette court-circuité, j'avais la maille, mais avec une seule résistance. Maintenant, j'ai la même maille, mais avec les deux. Donc, je vais dire E, c'est-à-dire cette tension, plus cette tension, plus cette tension, plus cette tension, égale 0. Donc, E plus E, moins R I', moins R I', égale 0. Et donc, 2E égale 2RE'. Et donc, qu'est-ce qui reste? E' égale E sur R. Donc, le courant qui passe dans cette résistance, c'est bien E sur R. Le courant qui passe ici, c'est bien E sur R. Oui, merci. Donc là, c'est clair, c'est E sur R. Merci. C'est-à-dire que dans les deux cas, quand je fais un court-circuit ici, j'ai plus cette résistance, mais j'ai ce même courant IN qui passe par là. C'est-à-dire que le courant qui est fourni par les deux générateurs, il passe par R. Maintenant, quand j'ai ouvert ici, j'ai le même courant fourni par 2E, mais qui parcourt 2R. Donc, le courant, il va être la moitié que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était 2E sur R pour IN. Maintenant, c'est la moitié, c'est E sur R. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai deux générateurs, E et E. Je ne sais pas, il y a quelque chose de parallèle ici, mais je ne regarde pas. Alors, soit j'alimente deux résistances, donc le courant, c'est prime, soit une qui va être court-circuitée, et donc j'ai un seul courant, c'est ce que j'ai appelé IN. Donc, j'ai toujours la même tension ici, donc 2E, soit le courant va passer par R, soit par 2R, donc soit le courant
soit la moitié de ce courant. Hein. Si c'est 2 R, c'est la moitié. Parce que si je double la résistance, je divise le courant par 2. Donc, ici, I' on trouve E sur R, et tout à l'heure, IN, c'était 2 fois E sur R, c'était le double. D'accord? Oui, monsieur. Merci. Vous voyez qu'un simple circuit, en fait, c'est pas simple, il y a plusieurs mailles, mais il est simplifié par le choix des composants. Toutes les résistances sont égales, tous les générateurs sont égaux, mais vous pouvez imaginer la quantité de discussions qu'on peut créer rien que dans un seul circuit. C'est pour ça que Tevna, Norton, court-circuit, circuit ouvert, et il faut bien comprendre ce genre de choses pour aller plus loin après, parce qu'après, on peut avoir des circuits plus gros que ça, mais qui se simplifient rapidement. C'est bon? Alors, je regarde. Bon, je crois que je vais arrêter parce que j'ai un autre cours à 1 heure. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Sinon, on peut arrêter la séance. Donc, je vais voir l'enregistrement, si c'est bien. Donc, je vais l'afficher, je vais le partager. Donc, normalement, ça va être enregistré sur le Google Drive. Donc, je vais le partager. Je ferai le lien sur Moodle et on partagera. Pour ceux qui n'ont pas encore Moodle, on verra comment on peut partager le lien. C'est bon, plus de questions? Non, monsieur, merci. Voilà, donc je vous remercie et on se verra la semaine prochaine. Donc, je vais, de temps en temps, il faut consulter la page Moodle parce que je vais mettre des informations ou des documents, donc des cours, des TD, etc. Je vais de temps en temps les afficher ou bien des travaux. Je vais vous donner donc des travaux à faire aussi. Donc, il faut le consulter en permanence. Donc, c'est votre classe maintenant. Le Moodle, c'est votre classe. Il faut très souvent le visiter. Monsieur, et votre site? Bon, mon site, je le garde. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, mon site, c'est Astito. Alors, je vais le taper ici, www.astito.net. Ça, c'est un site qui existe depuis, je ne sais pas, 10 ans, je crois. Donc, il y a pas mal de documents qui y sont déjà. Il y a des anciens examens, des TD, des exercices, des corrigés, certains avec correction, certains non, des projets d'étudiants, des notes. Donc, il y a à peu près de tout. Donc, je le garde. Si besoin, alors parfois, il y a des problèmes avec Moodle. Il y a une semaine, on avait un problème parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans Moodle. Alors, par exemple, j'avais besoin juste de mettre le lien de Google Meet ou bien une information sur Moodle. Si on ne peut pas accéder, à ce moment-là, je peux l'utiliser pour vous informer. Donc, vous pouvez toujours aller chercher des exercices, des solutions. Il y en a beaucoup. Hein. Des projets, des mini-projets. Il y a des projets qu'on a fait avec des étudiants il y a 2, 3, 4 ans, qui sont très intéressants. Certains, on les a fait sous forme de vidéos sur YouTube, donc vous pouvez toujours les regarder parce que c'est des travaux qui sont à la portée des étudiants de votre niveau. Donc, vous pouvez toujours les regarder, vous pouvez en avoir des idées. Donc, vous pouvez naviguer sur le site. Je le garde, je ne l'ai pas supprimé, donc je le garde. Et peut-être que l'on aura besoin. Alors maintenant, je l'utilise parfois pour déposer des vidéos parce que quand j'enregistre des fois j'enregistre les vidéos avec un autre logiciel, mais pas avec Google Meet. Ça fait plus joli, ça fait plus pratique. Mais je ne peux pas le mettre sur Moodle parce qu'il m'interdit d'uploader des. Je peux le mettre sur Google, mais je les ai essayés sur mon site et ça marche. À condition que ce ne soit pas trop long parce que sinon je vais saturer le serveur. Mais bon, c'est-à-dire que des fois je peux l'utiliser. C'est un deuxième outil. Si on a besoin, on pourra toujours l'utiliser. Mais vous pouvez toujours y aller voir, chercher. Il y a surtout les examens, certains avec solution, d'autres sans solution. Donc vous pouvez toujours le vérifier. Avant, je l'utilisais pour les mails aussi parce que pour communiquer avec les étudiants, donc j'avais des mails comme astito.net
Internet, mais je crois que bon, ça marche toujours, mais maintenant avec Moodle, normalement, on a d'autres possibilités de communiquer. Donc sur Moodle, je vais mettre quelques documents, je vais ajouter quelques activités. Parmi les activités, j'ajouterai un forum, comme ça vous pouvez poser des questions, répondre à des questions, créer des discussions. Donc ça peut être intéressant, comme ça vous n'êtes pas obligé d'attendre la séance de mardi pour poser une question, vous pouvez la poser à n'importe quel moment, et n'importe qui pourra répondre, si ce n'est pas moi, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut donc créer des discussions. Donc un forum de discussion pour chaque chapitre, on pourra le faire, et puis j'ajouterai s'il y a d'autres éléments, je pourrai toujours les ajouter. Oui, il y a quelqu'un qui voulait me poser une question, non? Monsieur, pour le logiciel qu'on va utiliser, est-ce qu'on va utiliser LTSpace? On s'est mis d'accord sur alors, pour la simulation, moi d'habitude j'utilisais Multisim. J'utilisais aussi Isis. Alors Multisim, c'est très pratique avec des outils comme des oscilloscopes, des GBF, c'est pratique, ça fait un vrai laboratoire. Isis, alors Isis, c'est Proteus, c'est la même chose. Isis et Proteus, c'est la même chose. Alors, Isis, Proteus, souvent les étudiants préfèrent ça parce qu'on peut utiliser des circuits programmables, par exemple la carte Arduino, les microcontrôleurs, tout ça, donc on peut les utiliser. Mais le problème avec ces logiciels, c'est que ce sont des logiciels payants, ça coûte cher, et si vous utilisez des versions craquées, c'est pas bon si vous publiez après sur Internet. Si vous l'utilisez pour vous, peut-être ça ne dérange personne, mais si vous le publiez sur Internet, normalement, vous n'avez pas le droit parce que vous l'avez pas acheté, vous n'avez pas la licence. Donc, même moi, je n'ai pas la licence. Alors, la licence, même quand on achète la licence d'un logiciel, avec le temps, ça passe vite. Et je me rappelle, on avait acheté une licence d'un logiciel de programmation. C'était, je crois, Visual Studio 10. Mais rapidement, les versions changent et nous, on n'a pas le droit de changer. On reste sur, c'est-à-dire au lieu d'évoluer, on reste sur la licence qu'on a. Et après, maintenant, elle est gratuite. Maintenant, le Visual Studio, il est gratuit. Donc, ça n'a servi à rien. Donc, si vous faites des démonstrations sur YouTube, ou si vous avez, par exemple, un travail à rendre, ça peut être un travail à rendre. Maintenant, ça peut être un rapport, ça peut être sous forme d'une vidéo. Et ça peut être publié sur Internet. De préférence, pour éviter des problèmes, il vaut mieux utiliser légalement les logiciels. Donc, légalement, c'est-à-dire prendre le logiciel qui est gratuit. Alors, le logiciel qui est gratuit, c'est LTSpace. Alors, LTSpace, c'est un logiciel qui utilise le langage Spice. Normalement, en électronique analogique, on utilise cette technologie Spice pour décrire un schéma électrique et dans lequel, en général, le circuit, il a les modèles mathématiques de chaque composant et comme ça, il arrive à calculer donc, les différents courants, tensions, etc. Donc, LTSpace, il est gratuit, il est petit, c'est-à-dire quelque chose comme 50 mégas ou 60 mégas, donc ça ne demande pas beaucoup pour le télécharger et ça n'alourdit pas l'ordinateur parce que les autres logiciels sont gros et des fois ça, surtout si vous avez des ordinateurs pas trop puissants, ça peut rapidement saturer votre disque dur, ça peut rapidement épuiser de la puissance sur votre disque dur. Donc LTSpace, il est rapide, il est simple, mais il n'est pas très confortable dans son utilisation comme les logiciels Isis. Par exemple, Isis Multisim, par exemple, un interrupteur, vous cherchez un interrupteur, vous passez, vous cliquez ici, ça ferme, ça ouvre. Alors que dans LTSpace, c'est notre philosophie, c'est-à-dire il faut créer une simulation, la lancer. Il vous donne des courbes, il ne vous donne pas l'oscilloscope. Mais ça fait très bien l'affaire parce que c'est un logiciel très utilisé. Alors, il y en a qui combinent LTSpace avec un autre logiciel, je ne me rappelle plus le nom. Il y a un logiciel, bon, je vous dirai peut-être le nom la prochaine fois si j'essaie de me rappeler. Mais sinon, il y a d'autres solutions. C'est, voilà, je vais revenir sur Tinkercad. Il y a d'autres solutions, c'est les simulateurs en ligne, les logiciels de simulation en ligne, c'est-à-dire c'est des sites web. Donc, vous n'installez rien sur votre ordinateur. Et ça peut être intéressant parce que vous pouvez le consulter où que vous soyez, vous pouvez le consulter depuis un téléphone, bien que ce n'est pas très pratique de faire un circuit sur un téléphone, parce que ce n'est pas fait pour ça.
Donc, prendre un composant, il vaut mieux avec une souris. Mais, par exemple, tester l'ouvrir et charger un circuit qui existe déjà, ouvrir un circuit qui existe déjà et lancer la simulation pour regarder ce que ça donne, ça marche très bien avec un téléphone, avec une tablette et un peu partout. Donc, il y en a plusieurs aussi. Alors, parmi ceux-là, il y a www.multisim.com. Alors, les simulateurs en ligne, ce n'est pas très puissant comme les simulateurs que vous installez. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas tous les composants. C'est-à-dire, par exemple, une diode. Par exemple, dans Tinkercad, vous avez une diode, c'est tout. Vous n'avez pas les différentes diodes. Donc, vous n'avez pas les différentes caractéristiques des diodes. Alors, il y a des diodes, ou bien le transistor, il y a par exemple 22, il y a 1711, il y a alors chacun avec son bêta. Alors là, vous trouvez un seul transistor NPN et un transistor PNP. Bon, théoriquement, il n'y a pas de problème. Pour visualiser des signaux, pour étudier des circuits, il n'y a pas de problème. Mais pour faire, par exemple, quelque chose de plus avancé, peut-être ce n'est pas la bonne solution. Alors, il y a multisim.com, il y a Easy, alors j'oublie les noms, EDA, Easy EDA, je pense que c'est Easy, alors je l'écris, je ne sais pas, Easy EDA, je pense, alors je ne sais pas si ça s'écrit comme ça. Alors, Easy EDA, mais vous vérifiez, si vous ne le trouvez pas, vous trouverez quelque chose de rapproché. Ou bien EDA, je pense que c'est Easy EDA. Il y en a beaucoup. Si vous tapez simulateur électronique en ligne, vous allez avoir une panoplie de sites. Alors ça, c'est des sites qui fonctionnent un peu comme comme à la maison, mais comme sur l'ordinateur. Mais il y a celui dont je vous ai parlé, Tinker, alors tinkercad.com. Merci de me l'avoir rappelé. Alors, tinkercad.com, celui-là, il a une autre particularité. Et c'est pour ça que je vous ai demandé, je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais je vous demande de vous inscrire, de rentrer dans. Parce qu'il faut un compte pour l'utiliser. Donc, il faut avoir. C'est gratuit. Alors, ça, c'est un logiciel qui fonctionne comme le vrai, c'est-à-dire vous prenez une maquette, une breadboard, une barre d'essai, vous prenez une résistance, vous la placez, vous prenez un générateur ou bien une pile ou bien une batterie, comme la vraie en 3D. Vous la placez, vous câblez et après vous lancez des simulations. Et tout ce que vous faites reste enregistré. Et vous avez le droit de regarder tout ce que font les autres gens. Donc, chaque minute, il y a des fichiers qui sont créés. Alors, celui-là, il a la particularité de fonctionner très bien avec la carte Arduino. Et ça, c'est intéressant parce que Arduino, de plus en plus, est très, très utilisé. Tout le monde maintenant l'utilise. Tous les étudiants les utilisent. Ça facilite énormément certaines tâches. Donc, je vous conseille d'utiliser celui-là. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser les autres, mais celui-là, on va travailler des petits exemples avec ça. Donc, essayez d'avoir un compte. Je vous donnerai du travail à faire sur le Tinkercad. Donc, Tinkercad, c'est en quelque sorte des visualisations en 3D. On voit une vraie résistance avec les couleurs. Si vous prenez par exemple une résistance de 1 kg, vous voyez que c'est rouge, c'est marron, rouge, noir par exemple. Donc, vous voyez les vraies couleurs. Vous avez des simulateurs des moteurs électriques qui tournent. Vous avez donc des animations. Donc, vous pouvez voir des objets animés, alors que dans les autres logiciels, il n'y a pas ça. Mais les autres logiciels, c'est beaucoup plus puissant pour étudier des cas beaucoup plus avancés avec des schémas beaucoup plus compliqués. Donc, sur Tinkercad, il n'y a pas beaucoup de composants, mais il y a l'essentiel. Il y a les résistances, les LED, les diodes, les transistors, les condensateurs, les bobines, des boutons, hein, donc pour les interrupteurs, vous avez des boutons et vous avez un oscilloscope, un générateur de signaux sinusoïdaux, carrés, triangulaires et une alimentation continue et un multimètre, un ohmmètre, voltmètre et ampèremètre. Donc, par exemple, cet exercice qu'on a fait aujourd'hui, si vous voulez le retravailler expérimentalement, vous pouvez faire tous les tests que vous voulez avec des voltmètres et au lieu de calculer, vous allez mesurer. Donc, vous mesurez le Thevenin, vous mesurez I Norton, vous mesurez la résistance de Thevenin, vous mesurez la résistance de Norton. Donc, vous pouvez faire tout ça. Donc, c'est bien, ça évite, donc, vu qu'on travaille à distance, parce que l'électronique, on est obligé de faire des choses pratiques pour mieux assimiler les choses, pour savoir, parce que si on fait que de la théorie, on n'a jamais vu ce que c'est qu'une résistance, on ne sait même pas reconnaître une résistance, ce n'est pas intéressant. Donc, avec ces logiciels, vous pouvez donc profiter. Voilà, donc, oui.
Avez-vous envoyé l'enregistrement de la première séance? La première séance, je crois que je n'ai pas encore, parce que j'ai pas encore commencé à poser des documents sur Moodle, mais je vais essayer de le faire. Mais je pense que attends, je ne sais pas si je l'ai enregistré. Je me rappelle qu'il y a quelque chose que j'avais oublié la semaine dernière. Je sais pas si je vais voir. De toute façon, si je ne trouve pas l'enregistrement, je pourrais préparer un enregistrement rapide. C'est pas compliqué. Je peux le faire. Il sera réduit, pas. Ça va pas durer 3 heures, mais ça peut contenir l'essentiel, vu que dans une vidéo, vous pouvez toujours l'arrêter et vous regardez. C'est-à-dire, si je le fais tout seul, je le fais rapidement, mais vous pouvez toujours arrêter et regarder ou bien réécouter certaines choses. Parce qu'en direct, c'est vrai qu'on explique des choses, puis on les répète, après il y a une question, on réexplique de nouveau. Mais quand on prépare une vidéo, on le fait qu'une fois. Donc après, c'est à l'étudiant de le réécouter. Je vais voir, donc je vais essayer. C'est mieux de les envoyer dans nos emails. C'est quoi, les vidéos? Les enregistrements. Le lien, vous voulez dire? Le lien de l'enregistrement, parce que je ne peux pas envoyer l'enregistrement, il est trop grand. Oui, le lien. Le lien. Parce qu'il y a des étudiants ne pas accès à la plateforme. D'accord. Alors, je vais vous dire, est-ce que tous les étudiants ont une adresse institutionnelle? Est-ce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas d'adresse institutionnelle? Donc, je suppose que tout le monde a une adresse institutionnelle. Monsieur, il y a des étudiants qui n'ont pas encore activé leur mail institutionnel. Il y en a beaucoup. Il faut l'activer parce que ça devient indispensable. Parce que le partage de la vidéo, il se partage avec l'université Abdelmalek Saadi. Donc, il faut être membre dans l'université pour pouvoir. Je ne vais pas le partager avec le monde entier. On le partage avec l'université. Parce que si je veux le partager avec le monde entier, je dois le trier, le filtrer, le traiter, enlever certaines choses, garder certaines choses. Donc, c'est pas la même chose. Mais pour l'université, donc, on peut. C'est-à-dire, vous rentrez avec depuis l'université ou depuis. Bon, on verra ça. On verra ça. Je pourrais peut-être mettre des liens sur mon site. Si ça ne marche pas, je mettrai des liens sur mon site astito.net. Comme ça, vous passez par le site. Je verrai. S'il y a des problèmes, je mettrai des liens sur mon site. J'utiliserai mon site pour résoudre ce genre de problème. Donc, même si je n'envoie pas, parce que pour envoyer par mail, il faut soit envoyer à tout le monde, soit filtrer, aller chercher les mails. C'est compliqué. Parce que le nombre de mails qu'on reçoit et qu'on envoie, c'est énorme. Et ça nous pose beaucoup de problèmes pour travailler. Ça nous prend beaucoup de temps. Dans ce cas-là, je préfère le mettre sur mon site. S'il y a un lien, je le mets sur mon site. Et voilà. Et tout le monde, donc vous consultez mon site de temps en temps. D'accord, merci. Voilà, donc en tout cas, si vous avez d'autres remarques, bon, on verra. Vous pouvez toujours passer par les délégués de classe. Donc, je ne sais pas si j'ai les coordonnées. Je crois que j'ai déjà les coordonnées de certains. Donc, si vous avez des problèmes, vous passez par le délégué et on pourra toujours essayer de les résoudre. Voilà, donc je vous remercie et à la semaine prochaine. Et consultez donc consultez Moodle, consultez astito.net, comme ça, s'il y a des nouvelles, vous pouvez les voir. Je vous remercie. Merci.